Entre mes mains, j'ai le portefeuille d'un investisseur que Wall Street craint autant qu'il admire. Plusieurs lignes, moins de 10 lignes, des paris massifs, des convictions extrêmes. Un portefeuille qui peut créer ou détruire des milliards en quelques mois. Et ce portefeuille, je vais vous le révéler dans cette vidéo. Croyez-moi, il ne ressemble en rien à celui d'un investisseur dit classique. C'est un style à la fois brillant et dangereux. Bonjour à tous, c'est Sébastien Valton, conseiller en investissement financier et chef des opérations du logiciel Value Investing Screener, Divis pour les intimes. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle analyse de portefeuille. Et comme toujours, ce que je vais vous partager ici n'est pas un conseil d'achat, de vente, une recommandation, mais une analyse purement éducative pour décoder les stratégies des plus grands. Mais alors, maintenant que c'est dit, qui se cache derrière ce portefeuille hors norme? Eh bien, c'est l'un des investisseurs les plus redoutés, mais aussi les plus connus de Wall Street, Bill Ackman. Et dans un instant, je vais vous montrer exactement dans quoi il investit. Et surtout, ce que vous pouvez en apprendre pour vos propres choix d'investissement, mais aussi pour vos propres portefeuilles. Mais avant cela, une chose essentielle, vous le savez, il faut comprendre l'homme derrière ses choix. Parce qu'un portefeuille, ce n'est jamais qu'une liste d'actions. C'est le reflet d'une philosophie, d'une stratégie, d'un style, d'un vrai tempérament. Alors, qui est vraiment Bill Ackman et qu'est-ce qui le pousse à investir de cette manière radicale? C'est ce que nous allons voir tout de suite, tous ensemble. Et je vous dévoilerai ensuite dans cette vidéo la composition de ces lignes et on analysera évidemment la performance. Je vous propose de commencer donc par le commencement. William Albert Ackman, Bill pour les intimes, n'est pas né dans un garage comme certains entrepreneurs célèbres. Non, lui il a grandi à Chappaqua, dans la banlieue dorée de New York. Son père, lui, dirigeait une société immobilière qui était prospère et dès son plus jeune âge, Bill baignait dans un environnement où l'argent n'était pas vraiment tabou, mais un outil de création de valeur. C'est-à-dire quelque chose qui est de plus en plus bien développé dans notre société. Pensez-y, si Warren Buffett a appris la valeur de l'argent, on le sait, en vendant du Coca-Cola enfant, Ackman, lui, observait son père négocier des deals immobiliers au dîner familial. C'est comme apprendre le tennis avec un coach professionnel plutôt qu'en tapant contre un mur. Les fondamentaux sont différents dès le départ. Et en 1982, Ackman obtient son diplôme de Harvard College, donc il avait quand même un certain background. Puis en 1992, il décroche le Saint Graal, un MBA de Harvard Business School. Pour comprendre l'importance de ce parcours, imaginez Harvard comme l'école polytechnique de la finance. C'est là où se forment les généraux de l'armée capitaliste américaine. Et c'est à Harvard qu'Ackman développe ce qui deviendra sa marque de fabrique, l'analyse fondamentale poussée à l'extrême. Analyse fondamentale qui est décortiquée sur cette chaîne. L'analyse fondamentale, pour ceux qui découvrent, c'est un peu comme démonter entièrement une voiture pour comprendre comment elle fonctionne avant de l'acheter. On ne regarde pas juste si elle est belle ou si elle avance bien. On examine chaque pièce, chaque boulon, chaque circuit. Et à seulement 22 ans, encore étudiant, Ackman fonde Gotham Partners avec un de ses camarades de l'époque. Son capital de départ, assez conséquent, 3 millions de dollars quand même. Pour mettre ça en perspective, c'est comme si aujourd'hui, un étudiant en master levait l'équivalent de 7 millions d'euros ajustés de l'inflation. C'est pas mal pour un étudiant, vous en conviendrez. Mais attention, subtilité, Gotham Partners, ce n'est pas que du succès. Quand la bulle Internet explose en 2000, vous savez cette période où on pensait que mettre des .com à la fin d'un nom d'entreprise suffisait pour devenir millionnaire, Gotham Partners, prend cher, très cher. En 2003, Ackman doit fermer sa boutique. Imaginez l'humiliation. Vous êtes un génie de Harvard et voilà que votre premier fonds fait faillite. C'est comme si, avec toute la pression que vous aviez, vous loupiez, finalement, un rendez-vous important en finale de Coupe du Monde. Mais c'est là qu'on voit le vrai caractère d'un champion et c'est dans ces moments-là que ça fait la différence. Un an après son échec, Ackman revient. Plus fort, plus malin, plus déterminé. Il fonde Pershing Square Capital Management avec 54 millions de dollars. Pourquoi le nom Pershing Square? Ça fait référence à un parc emblématique de Manhattan. C'est comme dire, je plante mon drapeau au cœur de Wall Street et cette fois, j'y reste. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ackman ne veut plus être un simple investisseur passif qui achète des actions et attend que ça monte. Non, il devient ce qu'on appelle un investisseur activiste. Et c'est un terme quand même assez important à comprendre. Puisque comprendre la grande différence, imaginez deux approches pour rénover une maison. On a d'un côté l'investisseur passif qui achète la maison et espère que le quartier se gentrifie. Et d'un autre côté, l'investisseur
activiste qui achète la maison, vire un architecte qui trouve incompétent, engage une nouvelle équipe et transforme la maison en un véritable palace. Ackman, eh bien, c'est la deuxième option, mais avec des entreprises multimilliardaires. Il y a plusieurs coups de génie qui ont construit sa légende et c'est quand même assez important pour ensuite comprendre la construction de son portefeuille. Déjà, McDonald's en 2005. Un an après la création de Pershing Square, Ackman s'attaque justement à ce mastodonte. Et à l'époque, le géant du burger est un peu comme un champion de boxe vieillissant, toujours respecté, mais plus vraiment au top. Ackman identifie le problème. Eh bien, McDonald's possède trop de restaurants en propre au lieu de les franchiser. C'est comme posséder 1000 appartements et devoir gérer tous les problèmes de plomberie au lieu d'être simplement les propriétaires et de toucher les loyers. Il lance alors une campagne publique, présente un PowerPoint et force McDonald's à changer totalement de stratégie. Résultat, l'action explose et Ackman empoche des centaines de millions. Premier coup, premier succès retentissant. Vient ensuite l'investissement dans Canadian Pacific Railway et ça devient l'un des joyaux de la couronne de Pershing Square. Ackman ne se contente pas d'acheter des actions. Il mène une véritable guerre pour changer la direction, allant jusqu'à faire nommer un nouveau PDG. C'est du pur Ackman. Identifier une entreprise sous-performante, monter au capital et secouer l'arbre jusqu'à ce que les fruits tombent. Et ça marche. L'action multiplie sa valeur, générant des milliards de profits. Enfin, en 2016, Ackman investit dans Chipotle Mexican Grill et depuis, vous pouvez vérifier, l'action a grimpé de plus de 300%, atteignant même 700% à son pic. C'est l'exemple parfait de sa stratégie buy and hold quand il croit vraiment en une entreprise. Pensez à Chipotle comme un peu le Netflix de la restauration rapide. Ils ont révolutionné leur secteur avec un concept simple, mais exécuté à la perfection. Ackman l'a vu avant tout le monde et ça a payé. Mais le parcours d'Ackman, vous avez compris, ce n'est pas que des succès, c'est également des batailles épiques et des défaites cuisantes. En 2012, Ackman lance l'assaut le plus audacieux de sa carrière. Il parie 1 milliard de dollars contre l'entreprise Herbalife, accusant publiquement l'entreprise d'être une pyramide de Ponzi déguisée. Pour vous rappeler, une pyramide de Ponzi, pour faire simple, c'est un peu comme ces chaînes WhatsApp où vous promet de devenir riche si vous recrutez 10 personnes, qui en recrutent 10 autres, sauf qu'à la fin, seul ce duo gagne. Mais voilà que Carl Icahn, un autre milliardaire légendaire, prend le pari opposé. C'est David contre Goliath. Sauf que les deux sont des Goliaths. La bataille devient personnelle, publique, brutale. Malgré une enquête de la FTC, donc un peu le gendarme du commerce américain, qui donne partiellement raison à Ackman, l'action Herbalife ne s'effondre jamais. En 2018, après 6 ans de guerre, Ackman capitule, une perte estimée entre 500 millions et 1 milliard de dollars. Mais si Herbalife était une défaite, Valéant fut un massacre. Ackman investit 5,7 milliards de dollars dans cette société pharmaceutique qu'il voit comme le futur du secteur. Le problème, l'entreprise est accusée de gonfler artificiellement les prix des médicaments et de truquer ses comptes. C'est là qu'un indicateur comme le Benny Shape Score aurait été efficace. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller sur la chaîne pour aller la voir sur justement différents scores qui permettent de contrer ça. Mais on s'égare. L'action s'effondre de 90%. La perte pour Pershing Square, plus de 4 milliards de dollars. C'est comme si vous aviez misé toutes vos économies sur une entreprise qui se révèle être une véritable arnaque. La différence, Ackman peut se permettre de perdre 4 milliards, pas nous. Mais maintenant qu'on a parlé donc de ces défaites, parlons un peu du trade qui a définitivement inscrit Ackman dans la légende de tous les investisseurs. Le 27 février 2020, retenez bien cette date, Ackman envoie tous ses employés en télétravail bien avant que l'OMS déclare la pandémie le 11 mars. Il sent le danger arriver. Le 3 mars, il investit 27 millions de dollars dans des instruments financiers qui parient sur un effondrement du marché. Pour le comprendre, c'est un peu comme acheter une assurance incendie juste avant que la forêt s'embrase. Sauf qu'ici, l'incendie, c'est l'économie mondiale. Et le 18 mars, il passe sur la chaîne américaine assez connue CNBC et lance un avertissement apocalyptique prédisant que l'enfer arrive. Puis, dans un timing, si je puis dire, quasiment parfait, il revend ses positions et utilise les 2 milliards de profits pour racheter des actions d'entreprise, comme par exemple Hilton, à des prix totalement bradés. Résultat final, 27 millions de dollars,
transformés en 2,6 milliards de dollars. C'est l'équivalent de transformer littéralement une Clio en Ferrari en seulement un mois. Vous l'aurez donc compris, Bill Ackman, c'est plus qu'un investisseur. C'est une rockstar de la finance. Actif sur les réseaux sociaux, il n'hésite pas à prendre position sur tout. Politique, économie, société. C'est un peu le Elon Musk de Wall Street. En plus discret sur les mêmes, mais tout aussi influent. Sa fortune de 9,5 milliards d'euros lui permet de peser dans tous les débats. Quand Ackman parle, Wall Street écoute. Quand il tweet, les actions bougent. C'est le pouvoir de la réputation combiné à celui de l'argent. Mais alors, que retenir de sa philosophie d'investissement pour notre propre stratégie d'investissement? Déjà, on le sait, Ackman ne fait pas dans la dentelle. Ses présentations font régulièrement 200-300 pages. C'est comme lire l'intégralité du manuel d'une voiture avant de l'acheter. Alors, que retient-on donc pour notre propre stratégie d'investissement? Déjà, il utilise l'analyse fondamentale extrême. C'est-à-dire qu'Ackman ne se fait pas dans la dentelle. Ses présentations se font régulièrement 200-300 pages. C'est comme lire l'intégralité d'une manuel de voiture avant de l'acheter. Pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ne jamais investir sans comprendre vraiment l'entreprise. Et c'est pour ça que les rapports annuels sont ultra importants. Deuxième leçon, la concentration plutôt que la diversification. Parce que contrairement à la sagesse populaire qui dit ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, Ackman dit mettez vos œufs dans quelques paniers et surveillez-les comme un faucon. Son portefeuille contient rarement plus de 10-12 positions et on va le voir dans quelques instants. Troisièmement, l'activisme constructif. Ackman ne se contente pas d'acheter et d'attendre, il pousse pour des changements. Pour nous, investisseurs, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, votez aux assemblées générales, posez des questions, soyez actifs et soyez, on va dire, investis dans votre entreprise, mais au sens propre. Quatrième leçon, la capacité à admettre ses erreurs comme Herbalife et Valeant. Ackman, on le sait, a perdu des milliards, mais il a su rebondir. La leçon, eh bien, avoir raison 6 fois sur 10 suffit pour faire des gains. Si les gains compensent largement les pertes, attention, petit disclaimer. Cinquième leçon, le timing et la conviction. Le trade Covid montre l'importance d'agir selon ses propres convictions, sa stratégie d'investissement, même quand tout le monde pense le contraire. Buffett dit d'ailleurs, soyez craintifs quand les autres sont cupides et cupides quand les autres sont craintifs. Ackman l'applique à la perfection. Maintenant que vous comprenez qui est Bill Ackman, ce mélange unique de génie analytique, d'audace entrepreneuriale et de résilience face à l'échec, il est temps de plonger dans le vif du sujet de notre vidéo. On va analyser chaque position, comprendre la thèse d'investissement derrière et surtout, et c'est ça le plus important, voir ce qu'on peut en apprendre pour notre propre stratégie d'investissement à long terme. Parce que, rappelons-le, Ackman n'est pas devenu milliardaire en suivant les conseils de TikTok ou en achetant des mêmes stocks. Il a une méthode, une discipline et une vision à long terme. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter parce que on va entrer dans le saint des saints, le portefeuille d'un homme qui transforme des millions en milliards. Alors, on se retrouve donc sur le portefeuille de Bill Ackman. Donc, je vous ai mis sous format Excel, vous le voyez ici, avec toutes ces positions, ces différentes positions et donc le poids dans le portefeuille. Il faut savoir que c'est des informations qui sont publiques, que vous pouvez trouver sur des trackers et évidemment sur plusieurs sites d'investissement. Je n'ai rien inventé. Et donc, on va commenter le portefeuille à l'instant T tel que je l'ai trouvé, donc fin septembre 2025. Alors, quand on ouvre son portefeuille, ce qu'on regarde, déjà, il investit via son fonds Pershing Square Capital Management. Une chose saute aux yeux immédiatement quand je le regarde, ce n'est pas une liste de courses de dizaines d'actions. Là où un fonds traditionnel peut avoir 50, 100, voire 200 lignes différentes, on le voit, Pershing Square en détient moins d'une dizaine. Et c'est ce qu'on appelle l'investissement concentré. C'est ce que je vous évoquais dans la présentation d'Ackman. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que d'éparpiller son capital dans des centaines de sociétés pour réduire le risque, Ackman préfère, vous le voyez ici, mettre beaucoup d'argent sur peu d'idées, mais des idées dans lesquelles il a une conviction extrême forte. Et l'analogie est assez simple, un étudiant qui révise 10 matières aura une connaissance moyenne dans chacune, celui qui se spécialise sur 2 matières peut devenir un expert. Même si ce n'est pas un exemple à suivre, pour la plupart, je vous le conseille. Ackman donc a choisi la deuxième voie, peu de positions, mais une analyse en profondeur. C'est aussi ce qui le distingue d'investisseurs comme Warren Buffett, avec qui il partage quand même la philosophie de l'analyse fondamentale. Buffett aime diversifier entre plusieurs secteurs et parfois prendre de toutes petites positions expérimentales. Ackman, lui, fait peu de paris, mais ces derniers sont énormes. Donc,
Parmi toutes les positions, qu'est-ce qu'on a? On a Uber qui est sa plus grosse position avec 21%, Brookfield Corporation donc avec 18,5%, Amazon qui est quasiment à 10%. On a Google, donc on a donc l'action Google de classe A et de classe C qui sont quasiment de 15% toutes les deux. Et donc là, c'est quand même quelque chose d'assez important et je vais prendre quelques minutes pour vous le rappeler. C'est que Ackman, eh bien, on le voit donc du coup sur Google, détient des actions de classe A et de classe C. Vous vous demandez peut-être à quoi ça correspond. Eh bien, ça peut être des fois une source de confusion et je l'entends. Pourquoi deux actions différentes pour la même entreprise? Eh bien, certaines entreprises en fait créent plusieurs catégories d'actions pour séparer ce qu'on appelle le droit de vote, donc le pouvoir dans l'entreprise en soi, et la participation économique, donc les dividendes et la valeur de l'action. Dans le cas justement de Google, donc, qui est noté Alphabet dans ce portefeuille, on a la classe A donc sous le titre Google et la classe C sous le ticker Google. La classe A, donc ce sont des actions qui donnent droit à un vote par action et détenir une action de classe A, c'est pouvoir participer aux assemblées générales, voter sur les décisions stratégiques, etc. C'est généralement des actions qui sont plus chères. La classe C, donc Google, elle donne zéro droit de vote. Elles sont purement économiques. Vous profitez de la performance financière, mais sans pouvoir influencer sur la gouvernance de l'entreprise. Et c'est à peu près la même chose qu'il y a avec Berkshire Hathaway. Il y a beaucoup d'investisseurs qui sont investis dans les entreprises de classe B. Mais bon, ça, j'irai. Je vous laisserai le vérifier par vous-même. Donc l'analogie un peu derrière, c'est un peu comme si vous étiez copropriétaire d'un immeuble. Si vous avez justement une action de classe A de cet immeuble, vous touchez votre loyer, les bénéfices, mais vous pouvez aussi avoir une voix quand il faut voter pour, par exemple, je ne sais pas, repeindre la façade ou changer le syndic. Avec une action de classe C de cette copropriété, eh bien, vous touchez le loyer, mais vous n'avez aucun mot à dire sur la gestion de l'immeuble. Et pourquoi une telle structure? Eh bien, c'est parce que les fondateurs ont voulu garder le contrôle sur les décisions stratégiques, même si Google devenait une multinationale détenue par des millions, par des milliards d'actionnaires. Le résultat, c'est qu'ils détiennent eux-mêmes surtout des actions de classe B, donc réservées aux fondateurs, qui donnent 10 voix par action. Ackman, donc, lui, choisit d'avoir les deux, A et C. Autrement dit, ce qui l'intéresse avant tout, c'est la performance économique de Google, mais pas forcément d'aller voter à l'Assemblée générale, ce qui est quand même en petite contradiction avec son activisme extrême. Mais maintenant, si on regarde le portefeuille actuel, si on regarde ses principales positions, donc je vous l'ai dit, il y a Uber et Amazon. Donc, c'est les plateformes qui sont totalement, on va dire, dominantes. Ces deux entreprises, elles incarnent un peu l'économie digitale. Uber contrôle une part énorme du marché mondial de la mobilité et de la livraison, on le sait, tandis qu'Amazon est devenue eh bien, la véritable colonne vertébrale du e-commerce et du cloud. Et vous le voyez qu'ici, eh bien, elles sont quand même assez conséquentes. Donc en misant sur ces deux actions, Ackman parie sur une tendance lourde, c'est-à-dire la croissance à long terme de la consommation digitale et des plateformes de réseau. Ces modèles eh bien, reposent justement sur des effets de réseau. Plus il y a d'utilisateurs, plus la plateforme devient indispensable, ce qui renforce donc son avantage concurrentiel. On se retrouve un peu avec Warren Buffett. Il y a également Brookfield et Howard Hughes. Donc ça, c'est un peu, si je puis dire, l'économie réelle du portefeuille eh bien, de Ackman. Vous les avez là, Howard Hughes. Et vous avez également donc Brookfield Corporation. À quoi ça correspond? Eh bien, ces deux positions, pour moi, traduisent une conviction d'Ackman que l'immobilier et les infrastructures sont des piliers incontournables de la croissance économique. On le voit ici. Ce qui est bien quand on décortique en fait, les positions et les portefeuilles des investisseurs, on voit également leur vision un peu macroéconomique à long terme. Parce que Brookfield est un géant de la gestion d'actifs réels, donc énergie, infrastructure, immobilier, tandis que l'entreprise Howard Hughes, on le sait, est un spécialiste de la réorganisation urbaine, notamment via des projets de villes planifiées et des quartiers entiers. C'est un peu, je parlais de gentrification juste avant, c'est à peu près le même principe. Ici, Ackman donc, fait le lien entre l'économie réelle et les marchés financiers. Posséder de tels actifs, c'est miser sur la croissance urbaine et la rareté des infrastructures stratégiques. On a également Restaurant Brands and Chipotle. Donc on les a ici les deux. Chipotle ici et Restaurant Brand International qui est quand même une grosse position qu'il a augmenté à quasiment 12%, bon 11,1% les derniers temps. Et on le sait, le secteur alimentaire a toujours été un pilier, on va dire, défensif, même en période de crise. Donc on continue de consommer. Et Ackman ne se contente pas de parier sur la résilience du secteur ici, il choisit des marques avec un potentiel mondial. Chipotle, vous l'ai évoqué avant, malgré justement des scandales passés, a montré sa capacité incroyable à rebondir et à croître à l'international. Restaurant Brands propriétaire, je rappelle quand même, de Burger Kings, Popeyes ou Tim Hortons, qui sont des marques ultra connues, donc déjà un peu en Europe, mais ultra connues
en Amérique du Nord, eh bien, offre une diversification géographique et de concept. Diversification qui n'est pas si évidente, on va le voir juste après. Et dans un contexte d'inflation, eh bien, ces sociétés démontrent un pricing power impressionnant. C'est-à-dire qu'en fait, donc pricing power, donc c'est le pouvoir d'augmenter les prix, elles augmentent leurs prix sans perdre leurs clients. Et donc, on a également, on l'a vu, on l'a évoqué avec la différence d'action de type A et de type C, eh bien, Ackman a du Alphabet, c'est une conviction forte sur la technologie et l'IA. Parce qu'il a une position quand même assez massive, preuve de sa conviction justement dans la domination technologique du groupe. Alphabet, on le sait, combine la publicité en ligne, YouTube, le cloud et maintenant une avance majeure en termes d'intelligence artificielle, c'est sorti récemment. Pour Ackman, justement, malgré la concurrence, que ce soit TikTok, Microsoft ou encore Meta, Google possède toujours des atouts structurels qui garantissent des flux de trésorerie solides pendant longtemps. Mais maintenant, je vous propose, et donc j'ai fait cette analyse grâce à notre logiciel Backtest Vision. Bon, la performance, on y reviendra après. Le logiciel Backtest Vision qu'on a, qui est justement notre logiciel d'analyse de portefeuille et de backtesting de portefeuille. C'est-à-dire un peu, vous pouvez optimiser votre portefeuille, regarder combien, quand vous ne savez pas quelle position mettre, vous pouvez justement faire des optimisations automatiquement et qui vous permet également d'analyser la répartition d'un portefeuille de manière ultra rapide. Donc ça, c'était pour le petit point sur Backtest Vision. J'ai entré le portefeuille donc de Ackman comme il est à l'heure actuelle et il y a plusieurs choses quand même qui sautent aux yeux quand vous regardez ici, que ce soit au niveau des secteurs ou ici au niveau de la zone géographique. Alors déjà, ce qu'on remarque, c'est que là, ce que je vois en premier, on voit que près de 35%, donc au niveau ici consumer cyclical, donc 35% est concentré justement dans ce qu'on appelle donc la consommation discrétionnaire, notamment avec Chipotle et Restaurant Brands et Amazon. Le reste se répartit, on le voit, entre la technologie, les services financiers, l'immobilier, les infrastructures et quelques positions annexes. Cette concentration traduit une conviction forte. Ackman préfère miser gros sur quelques leaders mondiaux, capables de traverser les cycles économiques, mais cela présente aussi comme un inconvénient majeur. Le portefeuille est beaucoup moins diversifié que celui d'un indice ou alors d'un portefeuille. Petit rappel, la diversification sectorielle, vous le savez, permet de réduire ce qu'on appelle la volatilité, c'est-à-dire le risque. Si vous êtes investi uniquement dans la restauration et que ce secteur connaît une crise sanitaire comme on a connu en 2020, tout votre portefeuille en souffre. À l'inverse, en détenant aussi de l'énergie, de la santé ou de l'industrie, vous amortissez les chocs de ces crises. Ackman accepte ce risque parce qu'il estime que ces entreprises sont assez solides pour résister, mais un investisseur particulier, on le sait, doit être conscient que cette concentration entraîne des hauts et des bas beaucoup plus marqués. Ces positions et ce secteur-là, en fait, ça montre autre chose. Il y a autre chose derrière également. C'est ses convictions. On l'a vu également, immobilier et infrastructure, l'économie réelle, c'est le socle. Donc on l'a vu juste avant. Les cycles économiques, c'est que Ackman choisit des sociétés capables de survivre aux crises. Parce que Uber, Amazon ou Alphabet ne sont pas seulement des entreprises de croissance, elles disposent de liquidités qui sont colossales et d'une domination sectorielle qui leur permet de traverser une récession. C'est une application concrète de la théorie des cycles économiques, expansion, récession, reprise. Ces entreprises doivent être capables de tenir dans toutes les phases du cycle. Il y a également un deuxième concept quand même assez important que j'ai évoqué juste avant, c'est l'inflation et le pricing power. C'est en fait le pricing power, donc c'est la capacité, je vous l'ai dit, d'une entreprise à augmenter ses prix sans perdre ses clients. Chipotle, Restaurant Brands, c'est des exemples parfaits comme je vous l'ai dit. C'est pour ça que le portefeuille est surconcentré, parce que même quand les coûts alimentaires montent, ils ajustent leur menu et les consommateurs vont suivre tout simplement. Ça protège les marques et les sécurise les profits, même en période d'inflation qui s'avère élevée. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est également la performance de ce portefeuille. Si on s'intéresse donc à la performance, vous l'avez ici, vous avez le petit graphique ici, donc en jaune, on a le portefeuille de notre ami Ackman que j'ai mis depuis 2022. Pourquoi depuis 2022? Parce que c'est les dernières données trouvées. On pourrait faire jouer et le faire sur plusieurs années, mais je me suis dit qu'une période de 3 ans, c'était quand même assez intéressant pour évaluer la performance du portefeuille, même si ce n'est pas exactement représentatif. Et qu'est-ce que ça nous dit? On va regarder ça tout de suite. Donc on le voit sur les 3 dernières années. Le portefeuille, donc si vous aviez le même portefeuille qu'Ackman sur 3 ans, vous auriez une performance supérieure au S&P 500 avec un taux de croissance annuel composé de 12,4% contre 10,7% pour l'indice donc qui est le S&P 500. Si vous aviez investi 10 000 $, vous seriez sorti avec 15 488 $ contre 14 649 pour le S&P 500. Mais on le voit, et ça c'est quand même quelque chose d'important ici et un concept clé, cette surperformance s'accompagne d'une volatilité bien plus élevée. Il a eu une meilleure année à plus 62,9%, c'est énorme, c'est exceptionnel.
Mais une pire année, on le voit ici, à moins 30,1% contre moins 18,6% pour le S&P 500. On a également la chute maximale qu'on appelle drawdown de moins 34,2%, bien supérieure à celle du marché. C'est un exemple parfait du dilemme rendement-risque. Ackman fait mieux que le marché en moyenne, mais avec des hauts et des bas qui sont extrêmes. Qu'est-ce qu'on remarque également ici? Eh bien, c'est que son portefeuille est exposé que à l'Amérique du Nord. Vous le savez, je suis un partisan de la diversification géographique, c'est-à-dire s'exposer à plusieurs zones, puisque si demain il y a un crack ou des problèmes sur une seule zone, eh bien, tout peut s'effondrer et le portefeuille peut en pâtir. Mais ça, c'est un risque qu'il est prêt à accepter et c'est ce que nous allons voir également dans les leçons qu'on peut retenir de son investissement. Quand on regarde le score du portefeuille, plutôt mitigé avec une note de valorisation quand même assez basse, une note de bilan également assez basse, profitabilité assez forte, croissance un peu plus forte. C'est des choses qui pourraient être améliorées pour ces entreprises. Mais en général, il y a plusieurs débats et en fait, ce portefeuille relance le débat justement de la concentration. Combien d'actions faut-il avoir pour être bien diversifié? Parce que des études académiques montrent qu'au-delà de 20 à 30 titres, la diversification marginale devient faible. Vous réduisez peu le risque supplémentaire. En dessous de 10, comme Ackman, le risque spécifique à une entreprise ou un secteur devient par contre beaucoup plus élevé. Donc Ackman assume ce choix parce que sa philosophie, c'est être concentré pour pouvoir justement être actif et peser dans la gouvernance. Mais pour un investisseur particulier, on le sait, la diversification reste souvent plus adaptée, sauf si vous avez le temps, les compétences et la conviction nécessaires pour suivre toutes les sociétés aussi profondément qu'il le fait. Donc quand on regarde ce portefeuille, pour vous dire, moi ce que j'ajouterais à la place d'Ackman, si ce n'était pas lui, lui peut se le permettre parce qu'il a un capital beaucoup plus conséquent et il est beaucoup plus concentré, mais on voit qu'il a une large part de large cap, un peu de small cap. Moi je transiterai vers un peu plus de small cap pour un peu plus de risque et de volatilité. Mais il a des leçons d'investissement. Et on le sait, ces leçons d'investissement, sont assez intéressantes parce qu'il assume totalement son style. Et on va le voir justement avant d'étudier l'un de ses titres. Quelle est sa philosophie d'investissement au regard de ce portefeuille et est-ce qu'elle est totalement respectée? Parce que lorsqu'on étudie Bill Ackman, il ne faut pas se limiter justement à la liste des entreprises dans son portefeuille. Ce qui fait sa force et parfois sa faiblesse, de son approche, c'est justement sa philosophie d'investissement. Parce que contrairement à l'image parfois médiatique du raider ou du spéculateur, Ackman revendique une démarche qui s'inscrit dans la grande tradition du value investing hérité de Benjamin Graham et popularisé par Warren Buffett. Ça ne se voit pas dans le score du portefeuille ici, donc cette manière on va dire value, parce que justement il a déjà investi sur des entreprises beaucoup plus tôt et donc qui sont beaucoup plus valorisées maintenant à l'heure actuelle. Mais ce value investing, hérité de Benjamin Graham, popularisé par Warren Buffett, il y tient personnellement et il y a ajouté d'ailleurs sa touche. Et on va voir juste maintenant, et c'est ce qu'on va voir, dès maintenant. Quelle est donc sa philosophie d'investissement? Déjà, le prix contre la valeur. Donc c'est la leçon de Graham. Le prix, c'est ce que vous voyez tous les jours à l'écran. Une action Google à 150 $, une action Hilton à 180 $, mais ce prix fluctue au gré des émotions, on le sait, des modes, de l'offre et de la demande. La valeur, elle est beaucoup plus stable. C'est la richesse réelle de l'entreprise, sa capacité du coup à générer du cash au fil des années. Et Graham utilisait une métaphore qui, moi, je trouve est très pertinente. C'est à court terme, la bourse est une machine à voter qui reflète l'humeur du marché, mais à long terme, elle se transforme en une machine à peser, donc beaucoup plus précise pour mesurer on va dire la solidité d'une entreprise, la véritable solidité. Et Ackman a bâti toute sa carrière sur cette distinction. Pour lui investir, ce n'est pas deviner où ira le prix demain, c'est analyser en profondeur une entreprise, comprendre son modèle, sa dynamique concurrentielle et la qualité de ses dirigeants, puis décider justement si le marché sous-estime ou surestime sa valeur. Acheter sans savoir ce que vaut réellement l'entreprise, c'est un peu spéculer. Investir, au contraire, exige de faire ses devoirs. La deuxième base, le deuxième pilier de sa stratégie, c'est la question des flux de trésorerie. Parce que comment savoir ce qu'une entreprise vaut réellement? Ackman s'appuie lui sur une logique simple héritée de la finance fondamentale. La valeur d'une société, c'est la somme des flux de trésorerie futurs qu'elle générera, actualisés aujourd'hui. Autrement dit, ce qui compte, c'est pas seulement ce qu'elle gagne aujourd'hui, mais tout ce qu'elle gagnera dans 10, 20 ou 30 ans. Et ça se résume parfaitement dans les lignes qu'on a vues aujourd'hui. On pourrait dire qu'une entreprise est comme une machine à produire du cash. Sa valeur dépend de la régularité, de la quantité et de la durabilité de ses coupons. Pour expliquer cela, Ackman aime comparer les actions aux obligations. Une obligation d'État, par exemple, paye des intérêts fixes et prévisibles chaque année. C'est comme une montre suisse, facile à évaluer. Une action, en revanche, est plus incertaine parce que ses coupons dépendent, donc c'est-à-dire les dividendes, ou alors
la croissance, dépendent bien des ventes, des coûts et des choix stratégiques. La difficulté n'est aussi l'art de l'investisseur, consiste à estimer justement ses flux futurs. C'est pourquoi Ackman concentre ses efforts sur un type très particulier d'entreprise, celle dont les flux de trésorerie sont prévisibles sur une très longue période. Et c'est pour ça qu'il mise dans des secteurs comme consumer cyclical ou alors les entreprises technologiques. Le troisième pilier, c'est les vraiment grandes entreprises. Et on l'a vu parce que son portefeuille est surconcentré en large cap. Ces entreprises qu'il appelle les vraiment grandes du monde, elles ont toutes des traits communs. Elles disposent d'une croissance lisible à long terme, elles génèrent énormément de cash et elles sont faciles à comprendre et possèdent donc des barrières à l'entrée massives qui la protègent de la concurrence. C'est-à-dire qu'on appelle un avantage concurrentiel. L'exemple du réseau ferroviaire Canadian Pacific Kansas City Railroad illustre bien ce qu'il recherche. Un actif unique, impossible à répliquer. Il a été investi dans cette entreprise il n'y a pas très longtemps et qui garantit des revenus stables et croissants pendant des décennies. Pour Ackman, ce genre de société est l'équivalent en bourse d'un château fort. Des murs épais, des barrières à l'entrée, une source d'eau intérieure, ce qu'on appelle le cash flow, et des terres fertiles, ce qu'on appelle la croissance. Quatrième pilier, c'est le prix. La qualité d'une entreprise ne suffit pas pour Ackman. Ackman insiste toujours sur l'importance du prix. Même la meilleure entreprise du monde peut se transformer en mauvais investissement si elle est achetée trop cher. C'est pourquoi il attend des opportunités bien précises, souvent liées à des erreurs temporaires. Une entreprise qui traverse une crise passagère ou qui déçoit ses actionnaires voit son cours en bourse s'effondrer. Là où beaucoup ne voient qu'un échec, Ackman cherche la valeur cachée derrière la panique. C'est le value investing. C'est exactement ce qui s'est passé avec Chipotle en 2016. Après un scandale sanitaire, l'action perd la moitié de sa valeur. Les investisseurs pensent que la marque est finie. Ackman, lui, analyse la situation et conclut que la crise est passagère. Il entre alors au capital, pousse à des réformes et quelques années plus tard, Chipotle retrouve une croissance exceptionnelle. Cinquième pilier de sa stratégie, c'est la méthode de recherche. Cette capacité à transformer un événement négatif en opportunité repose sur un processus de recherche extrêmement rigoureux. Ackman et son équipe ne se contentent pas de lire les gros titres, ils dissèquent les rapports financiers officiels, suivent les conférences téléphoniques avec les investisseurs sur plusieurs années, évaluent la cohérence du discours du management, étudient les concurrents et vont même jusqu'à consulter des experts de terrain pour comprendre une industrie en profondeur. Ils s'intéressent aussi énormément à la qualité des dirigeants, leurs compétences, mais aussi leur intégrité et leur vision long terme. Pour Ackman, le succès d'un investissement repose autant sur la solidité d'un business que sur la crédibilité de ceux qui le pilotent. Le dernier pilier, la concentration et l'activisme constructif, et vous l'aurez compris en regardant ce portefeuille. Deux caractéristiques finales complètent sa philosophie donc. Contrairement aux fonds traditionnels qui possèdent des centaines de positions, Pershing Square limite son portefeuille à moins de 10 participations majeures. Cela permet d'approfondir chaque dossier et de suivre les entreprises comme un véritable actionnaire de référence. Ensuite, Ackman pratique un activisme particulier. Plutôt que d'entrer en guerre frontale avec les dirigeants, il se présente comme un partenaire. Il publie des analyses détaillées, propose des solutions concrètes et cherche à convaincre les autres actionnaires. Quand cette méthode fonctionne, il devient un catalyseur de création de valeur. Quand elle échoue, il s'expose publiquement, comme dans ses batailles perdues contre Herbalife ou Valeant. Donc en résumé, la philosophie d'Ackman repose sur une conviction simple mais exigeante. Investir, c'est acheter des entreprises solides, prévisibles et protégées, mais seulement lorsqu'elles sont sous-évaluées par le marché. C'est une approche à la fois intellectuellement rigoureuse, opérationnellement active et émotionnellement risquée, car elle repose sur peu de positions et beaucoup de convictions. Mais c'est précisément ce qui fait de lui une figure unique dans le monde de la finance. Donc le portefeuille d'Ackman illustre sa philosophie, position massive sur des leaders mondiaux, activisme constructif, mais aussi une volatilité forte. Et c'est pour ça qu'il est allé justement sur Uber, donc qui est sa plus grosse position. Parce que Uber occupe une place centrale. C'est pas un hasard, c'est un exemple parfait du type d'entreprise que Bill Ackman affectionne. Parce que Uber n'est pas seulement l'application qui nous commande un VTC, c'est aujourd'hui une plateforme littéralement mondiale qui combine mobilité, livraison, logistique et même de nouvelles initiatives dans des drones ou la robotique. En d'autres termes, c'est une entreprise qui s'est imposée comme un leader structurel dans plusieurs segments et qui bénéficie d'un réseau colossal. Plus il y a de passagers et de chauffeurs, plus le service est efficace et attractif, ce qui renforce ainsi sa domination. Pourquoi alors Uber colle au style d'Ackman ? Déjà, prévisibilité des flux de trésorerie. Uber atteint la rentabilité et dégage du free cash flow positif avec une visibilité croissance grâce à son modèle justement de plateforme. Des barrières à l'entrée, parce que l'effet de réseau et la diversification sectorielle font d'Uber un acteur majeur et quasiment incontournable.
Croissance long terme, que ce soit via les robotaxis, la logistique ou la livraison par drone, Uber s'inscrit quand même dans les tendances de fond. Et crise comme opportunité, il ne faut pas oublier qu'Ackman est entré chez Uber à un moment où beaucoup doutaient encore de sa capacité à rester rentable sur le long terme. C'est un pari qui paraissait risqué mais cohérent pour Ackman et c'est un choix qui s'est avéré très rentable et potentiellement rentable sur le long terme. Évidemment, ce n'est pas des entreprises sur lesquelles moi j'investirais parce que j'investis plutôt sur du small cap et sur des entreprises un peu plus value, c'est-à-dire un peu plus sous-valorisées par le marché. Mais c'est toujours intéressant d'avoir ce genre, évidemment, d'exemples pour investir sur le long terme. Donc on arrive déjà en fin de cette vidéo et alors qu'est-ce qu'on peut retenir et adapter de cette démarche? Déjà, la concentration, est-ce que c'est une force ou une faiblesse? La concentration, on le sait, c'est un couteau à double tranchant. D'un côté, elle permet des gains exceptionnels quand une conviction s'avère juste. Chipotle en est l'exemple parfait. Ackman a pris position massive quand le marché doutait et la performance qui a suivi a été colossale. Et la concentration amplifie donc le succès. Mais à l'inverse, elle amplifie aussi des échecs. On l'a vu déjà, la volatilité est maximum. Et l'affaire Valeant Pharmaceutical où Ackman a perdu plusieurs milliards illustre bien le revers de la médaille. Quand vous mettez une part énorme de vos actifs sur une seule idée et qu'elle tourne mal, les conséquences sont dévastatrices. C'est un peu comme mettre tous ses œufs dans un seul panier. Si le panier est solide et bien protégé, vous gagnez du temps. Mais si vous trébuchez, la perte est totale. Pour un particulier, la concentration extrême est rarement adaptée. Des études académiques, je vous l'ai dit, et j'en ai fait une vidéo à ce sujet, montrent qu'à partir de 30, donc de 20 à 30 actions bien choisies, on élimine la majeure partie du risque spécifique à une entreprise. En dessous de ce seuil, vous dépendez trop de la chance ou du hasard d'un seul titre. Ackman donc accepte ce risque parce qu'il a des équipes, des outils et des milliards pour encaisser les chocs. Ce n'est pas le cas d'un investisseur individuel. Généralement, on estime que la meilleure concentration, la meilleure, on va dire, diversification, c'est entre 15 et 17 actions. Deuxième leçon, copier aveuglement n'a pas de sens. Beaucoup d'investisseurs particuliers rêvent de copier justement les grands noms de la finance. Après tout, les portefeuilles d'Ackman ou de Buffett sont publics. On l'a vu, vous pouvez le trouver sur les trackers. Mais il faut comprendre aussi que leur horizon, leurs moyens et leur tolérance au risque ne sont pas les nôtres, ni les vôtres. Ackman peut immobiliser plusieurs milliards dans une société, attendre 10 ans, traverser 2 ou 3 récessions sans avoir besoin de vendre. Un particulier, lui, peut avoir besoin de liquidité en cas de coup dur. Et il n'a pas toujours la capacité émotionnelle de voir son portefeuille perdre 30% en un an et ce sans paniquer. On est tous humains, on a tous des émotions. Donc, c'est dans la période récente, par exemple, on l'a vu, le portefeuille d'Ackman a une meilleure année à plus 63%, mais aussi une pire année à moins 30%. Beaucoup d'investisseurs particuliers auraient vendu en panique après une telle chute, ratant ainsi le rebond suivant. La moralité, c'est copier les positions d'Ackman sans copier son horizon, son sang-froid et ses ressources. C'est risquer de vivre uniquement la douleur des pertes sans récolter les bénéfices des succès. La dernière partie, c'est que évidemment, toutes les leçons peuvent être utiles. Il serait dommage de rejeter en bloc l'approche d'Ackman. Au contraire, elle contient des leçons précieuses pour chaque investisseur. Déjà, que vous pouvez déjà adapter à votre propre style. Déjà, parier sur des leaders. Ackman ne choisit pas des petites sociétés fragiles, mais des entreprises dominantes dans leur secteur, capables de durer. C'est une règle simple et efficace. Investir dans des sociétés solides augmente vos chances de succès à long terme. C'est pour ça que sur Value VC Screener, la plupart de nos utilisateurs cherchent des entreprises avec une croissance sur long terme sur les 5 dernières années solide et une rentabilité, par exemple, des capitaux propres très forte. Il faut également miser sur le long terme. Je ne le cesse de vous le dire sur cette chaîne. Il n'achète pas pour revendre dans 6 mois, il ne fait pas de trading, mais pour accompagner les cycles économiques et profiter de la croissance durable. C'est une discipline que chaque particulier peut adopter, réduire le bruit, si je puis dire, du court terme et se concentrer sur la trajectoire. Autre leçon, c'est accepter la volatilité. Les hauts et les bas font partie du jeu, surtout si vous allez sur des investissements qui sont de plus en plus risqués, et même sur les marchés boursiers en général. Un portefeuille capable de faire plus 60% une année et moins 30% la suivante est difficile à vivre, mais ça illustre une vérité. Pour obtenir des rendements supérieurs, il faut supporter des périodes inconfortables. Évidemment, vous pouvez trouver le juste milieu, mais investir à long terme, c'est comme posséder une maison. Sa valeur peut baisser une année si le marché immobilier ralentit, mais tant que vous gardez justement la maison et qu'elle génère de la valeur sur le long terme, loyer, plus-value potentielle, ces fluctuations intermédiaires importent peu, avec une volatilité moindre quand même pour le marché immobilier, petit aparté. Quelle est la moralité derrière son investissement? Ackman n'est pas un modèle à copier-coller au sens pur. Il est une source d'inspiration, son audace, sa vision de long terme et sa discipline dans l'analyse nous rappelle justement que l'investissement n'est pas une loterie, mais une démarche rationnelle qui exige du travail, de la patience et une tolérance au risque qui doit être assumée. Pour un particulier, le bon compromis est souvent de prendre le meilleur des deux mondes,
garder la rigueur d'analyse, l'analyse fondamentale en particulier, et le focus sur la qualité qu'incarne Ackman, mais associer cela à une diversification plus large pour réduire ce qu'on appelle les risques spécifiques, donc les risques à une seule entreprise. Ainsi, son portefeuille n'est pas une recette magique à recopier, mais une invitation à réfléchir à notre propre stratégie. Comment trouver l'équilibre entre concentration et diversification, entre conviction et prudence, entre rendement et sérénité. Et c'est sans doute la plus grande leçon que nous laisse Bill Ackman dans ce portefeuille. En bourse, il ne s'agit pas de copier-coller les grands investisseurs, mais de comprendre leur raisonnement et de l'adapter à nos propres contraintes. C'est ce qui fait toute la différence entre l'imitation aveugle et l'inspiration intelligente. J'espère que cette vidéo et cette analyse vous a plu. Dans le même format que celle de Nancy Pelosi, je vais également continuer l'analyse de portefeuille de nos utilisateurs VIS que vous m'avez envoyés. Si vous avez des suggestions justement sur le format, peut-être un peu moins, une présentation un peu moins longue, ou alors à aller un peu plus dans les détails des lignes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à me dire si vous êtes inspiré de cette stratégie d'investissement de Bill Ackman, que vous pensez évidemment de son portefeuille et de la construction, on va dire, de ses lignes. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner, à laisser donc, comme je vous l'ai dit, plusieurs commentaires sur le contenu. Et je vous dis à très bientôt pour continuer à parler long terme.